Presque tous les journaux du monde et à longueur de journée ne parlent que de la situation en Ukraine. La guerre, même si les Russes interdisent l'utilisation de ce mot, la guerre en Ukraine fait la une de tous les journaux et chacun essaye de savoir comment les choses vont évoluer. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir l'une des conséquences. L'une des conséquences, c'est sur les monnaies. On sait que la Russie est le premier producteur de pétrole au monde et que pétrole et gaz, et que les sanctions économiques qui ont été prises contre la Russie ont déjà beaucoup touché son économie. Mais on risque d'aller vers une certaine pénurie de gaz et d'électricité, ou alors une flambée des prix telle que ça ne deviendra pas nécessairement intéressant d'utiliser ce moyen. Et puis l'autre conséquence, c'est aussi sur les céréales. L'Ukraine était le grenier à blé de l'Union soviétique, et jusqu'à maintenant, elle reste un très grand producteur de céréales, et des pays comme l'Égypte sont en train de se diriger à grands pas vers une certaine famine, parce que précisément le prix du blé a été multiplié par 3 ou 4, et que du coup le pain qui est à la base de leur alimentation est en train de flamber. Donc nous allons essayer de voir aujourd'hui en quoi cette guerre d'Ukraine a une incidence sur le cours des monnaies. Certains ont affirmé que le rouble, la monnaie russe, avait perdu déjà 40%. Je ne l'ai pas vérifié, je ne sais pas si c'est vrai. Et aujourd'hui, M. Poutine exige des pays, il a un petit peu corrigé sa copie, il exige des pays non amis, donc des pays ennemis, qu'ils payent le gaz et le pétrole russe en roubles, ce que les démocraties occidentales refusent. Dans le même temps, le chancelier allemand a affirmé que M. Poutine lui avait garanti que l'Allemagne pourrait continuer à acheter son gaz russe en le payant en euros. Beaucoup de nouvelles. Ce qui est certain, c'est qu'il y a quelque part, que ce soit quand on prend le monde dans sa globalité, il y a une incidence géopolitique de cette guerre en Ukraine sur les monnaies, au point qu'on pourrait même parler, et c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui, qu'on pourrait même parler d'une guerre des monnaies. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce nouveau numéro de Les Échos de la Finance avec notre ami William Savary. Bonsoir William. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir à tout le monde. J'ai fait une longue introduction. Une longue introduction qui a été bien méritée. Okay. Il faut dire au préalable, lorsque dans des situations de conflictuelles telles que nous avons aujourd'hui, qui n'est pas une première dans le monde, et il y a toujours les effets se reflètent directement sur la valeur de la monnaie. Ouais. On peut avoir historiquement, on peut se refléter à l'Angleterre. L'Angleterre a eu une fois la livre anglaise était la monnaie dominante. Après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont supplanté le dollar a supplanté la livre anglaise pour devenir la monnaie de référence à travers le monde. Mais tout ceci s'est arrivé à la base de tout ça, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu, avec les nations les vainqueurs, se sont réunis pour essayer de minimiser toutes les possibilités de guerre, et ils ont, à Bretton Woods, ils se sont arrangés, et ils ont accepté ou consenti de faire du dollar la monnaie de référence. Et en échange, ils ont établi à l'époque, il faut dire que les États-Unis disposaient de la plus grande réserve d'or, ce qui a permis, bien sûr, aux États-Unis de jouer ce rôle. Donc, et l'or, il avait été établi que $35 pour un once d'or avait été établi comme monnaie comme étalon et comme référence. Et depuis, ceci a permis une certaine stabilité à travers l'économie, à travers le monde, et a diminué plus ou moins les possibilités de conflit en Europe. Maintenant, il ne faut pas oublier, une toute petite parenthèse, il ne faut pas oublier qu'au lendemain de la guerre,
le Deutschmark, qui était déjà la monnaie allemande, il fallait 1 million de Deutschmark pour acheter un petit pain. Oui, bon, ils avaient adopté une politique. Le gars qui fut le directeur de la Banque centrale à l'époque, qui était aussi le ministre de l'économie, je crois, ils avaient adopté des mesures très drastiques en matière de politique monétaire pour renforcer et renverser la tendance de la chute du Deutschmark. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, la chose qu'il faut maintenant souligner, le fait que les États-Unis sont parvenus à jouer ce rôle, ceci nous a donné pendant de 45 à 71, 70, ce qu'on appelle les 30 glorieuses que la France avait nommées, parce que c'était une période de stabilité économique, de stabilité monétaire. Et de développement. Et de croissance. D'industrialisation, de croissance économique. Oui, maintenant, pendant cette période de temps, il faut souligner que l'Europe, qui avait bénéficié du plan Marshall, et les pays arabes qui avaient le pétrole que les pays arabes vendaient, tout ce bon monde-là ont accumulé beaucoup de dollars. Et il fallait, à un certain point, faire quelque chose avec le dollar. Donc, lorsqu'ils ont commencé, ils investissaient d'abord dans les bons du Trésor américain. Et au fur et à mesure, ils voulaient diversifier leur placement de bons du Trésor. Ils voulaient également se procurer de l'or pour constituer les réserves de leur banque centrale. Cette décision a valu la décision américaine du président Nixon de découpler l'or du dollar et de permettre ce qu'on appelle le free floating currency. C'était en 71, 71. 71. Ouais, maintenant, et ce qui a permis le floating rate pour les monnaies. Les taux flottants. Et les négoces entre les monnaies se faisaient en fonction de la performance d'une économie, en fonction de la politique monétaire, en fonction des taux d'intérêt. Donc, tout ceci a créé un écosystème à l'intérieur de laquelle les monnaies fluctuaient en valeur et les taux de change qui n'étaient plus fixes. Donc, qui souvent variaient de manière extraordinaire. Trouver leur valeur selon les forces du marché. Maintenant, ceci a également créé pour les États-Unis, alors c'est-à-dire il faut un conflit qui n'a jamais été résolu. Voyez-moi, à la fondation de Bretton Woods, il y avait deux positions qui se confrontaient. C'est la position américaine avec Dexter, qui avait voulu que le dollar américain joue ce rôle de monnaie refuge pour le monde. Et il y avait également le John Maynard Keynes de l'Angleterre qui avait proposé de special drawing rights, qui allait être géré... Droits de tirage spéciaux. Oui, droits de tirage spéciaux qui allaient être gérés par le Fonds monétaire international. Et ceci pourrait... Pourquoi? C'est parce que dans l'esprit de l'époque, la monnaie était devenue un bien public. Donc, un bien public qui aurait dû être géré par des instances non politisées et qui avaient l'intérêt de tout et chacun à cœur, alors que normalement, avec le dollar, la gestion du dollar est privatisée, si vous voulez, à l'intérieur des frontières de l'Amérique. Donc, ceci a suscité beaucoup de jalousie parce que, en fait, pourquoi les États-Unis, en fait, dès les années 70, pourquoi les États-Unis et non pas le yuan? Pourquoi les États-Unis et non pas l'euro, le Deutschmark ou le rouble? Donc, maintenant, au fur et à mesure, plusieurs nations qui s'étaient reconstituées à travers le temps, puis après la guerre, voulaient maintenant que leur monnaie soit reconnue au même titre que la monnaie américaine. Donc, mais pour que ceci se fasse, il fallait que leur monnaie devienne la monnaie de référence au niveau international. Et la monnaie de référence à l'époque, jusqu'à ce jour... Et jusqu'à maintenant. Quoique moins, autrefois c'était 100%, aujourd'hui c'est vraiment 60% des négoces qui se font au niveau international se règlent en dollars. Donc, ils ont créé le SWIFT system pour remplacer le système de Telex qui existait avant. Le fameux SWIFT qui gère... les transactions les messages de transactions internationales. Oui. Et maintenant, il faut souligner aussi, avant la fondation de SWIFT, qui est une association belge qui appartient aux banques. Il y avait le système de Telex qui était géré en grande partie par la First National City Bank. Donc, les États-Unis, historiquement, ont toujours eu ce rôle fondamental, le dollar plutôt.
a toujours joué ce rôle fondamental à travers le temps. Maintenant, lorsqu'il fallait questionner la valeur du dollar ou le rôle du dollar à l'intérieur du marché international, tout chacun maintenant commence à se manifester. Donc, récemment, nous avons eu, par exemple, la Chine avec la montée en force de l'économie russe, de l'économie chinoise. Nous avons vu que la Chine, petit à petit, commence à jouer un rôle beaucoup plus important sur le marché international. Par exemple, la monnaie chinoise est aujourd'hui acceptée parmi le basket au niveau du Fonds monétaire international. Il y a la monnaie russe. D'autant plus que, je fais une toute petite précision, en ce qui concerne le yuan chinois, la Chine possède une très grande partie de la dette extérieure américaine. Bon, oui, je vais en venir. Pourquoi maintenant? Au fur et à mesure que donc il y a maintenant le rouble russe qui veut jouer un rôle, il y a le yen qui veut jouer un rôle, il y a l'euro qui veut jouer un rôle. Maintenant, lorsque plusieurs pays voudraient que leur monnaie soit une monnaie de référence, oui. Donc il y a un conflit qui éventuellement s'émerge. D'où la notion de guerre des monnaies. Oui, d'où la notion de guerre des monnaies. Maintenant, ce qui est important de souligner, c'est que jusqu'à présent, une grande partie de la dette américaine est détenue par les banques centrales au niveau international. Maintenant, qu'est-ce que ça donne aux États-Unis l'avantage que ça donne aux États-Unis? L'avantage que ça donne lorsque toutes les banques centrales du monde détiennent votre bon du Trésor, c'est-à-dire ils achètent les bons du Trésor à maturité très courte. Ce qui permet que chez vous, que le taux d'intérêt qui est pratiqué chez vous soit très bas. Et avec un taux d'intérêt très bas, ça permet un essor économique gigantesque parce que le coût du capital est réduit. Donc, si le coût du capital est réduit, vous êtes en mesure de financer la croissance économique. Et c'est aujourd'hui la question qui se pose, pourquoi le monde doit se servir du dollar et permettre aux États-Unis d'avoir cette position préférentielle qui ne leur coûte rien, outre que leur pouvoir politique et leur pouvoir militaire. Pourquoi les autres qui, aujourd'hui, ont exactement le même pouvoir et la force économique ne peuvent pas jouir des mêmes avantages? Donc, c'est vraiment... Et c'est les ficelles qui se tirent, c'est vraiment autour de ces conflits. Après toutes ces précisions fort intéressantes, je vais vous demander de regarder dans votre boule de cristal et de me dire vers quoi allons-nous? Comment est-ce que cette guerre va se résoudre, qui va gagner, qui peut gagner, et quelles en seront les conséquences? Rapidement, 2 minutes. Il faut dire que cette guerre, c'est un contrôle de l'épargne mondiale. C'est vraiment là, la grande question. Maintenant, qui va gagner? Ce n'est pas une guerre à travers laquelle on aura un gagnant et un perdant. C'est une guerre où le dollar sera en concurrence, c'est-à-dire au lieu d'avoir une relation hiérarchique entre les monnaies, on va plutôt avoir une relation horizontale. Un côté où les autres monnaies vont pouvoir jouer un rôle aussi important dans les règlements des transactions. Est-ce que c'est bon pour l'humanité? Écoutez, c'est difficile de dire oui ou non. Pourquoi? Parce que toutes les fois qu'il y a des décisions qui se prennent, il y a toujours des contre-coups, il y a toujours des effets, tantôt soit positifs, soit négatifs. Mais pour accepter que ce ne serait pas pour l'humanité, c'est accepter l'hégémonie américaine. Parce que jusqu'à présent, pendant 45 ans, disons pendant 60 ans, nous avons plus que ça, c'était l'hégémonie américaine. Et le monde ne s'en est pas plus mal porté. Bon, il y a quand même eu les 30 Glorieuses que vous rappeliez tout à l'heure. Oui, mais ça, c'est grâce quand même, comme vous le rappeliez également, au plan Marshall qui a permis à l'Europe de passer d'un état de continent assisté à un état de continent associé. Mais il faut aussi signaler que pendant cette période de temps, la Chine, la Russie, les pays africains, les pays asiatiques n'avaient pas le poids économique qu'ils ont aujourd'hui. C'est exact. Et aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les blocs commerciaux qui se développent. Vous avez le bloc commercial en Europe qui vous a donné l'euro.
La Chine aujourd'hui est en train d'établir le bloc commercial de l'Asie, où les pays asiatiques se négocient entre eux et les transactions ne se règlent pas en dollars, mais se règlent en monnaie locale où les Chinois peuvent acheter des Indiens, les Indiens des Chinois, et ce sont les négociations entre les taux de change du roupie et de yuan qui se fait. Et donc, là, c'est quelques milliards d'individus en plus. Donc c'est ça. Maintenant, il faut dire, il faut dire en toute sincérité que les règlements au niveau du marché international dans les transactions, les États-Unis aujourd'hui est un grand pays importateur. Et un grand pays importateur, les États-Unis n'est pas en position de déterminer de quelle monnaie les États-Unis vont payer les importations. Il y a ça aussi. Parce que là, et c'est un élément de la guerre commerciale. Parce que le gars qui vous vend peut déterminer de quelle monnaie il veut payer. Je vais te payer. Oui, comme nous venons de voir avec la Russie. La Russie vient de demander à ce que qu'on lui paye son gaz et son pétrole en roubles. Maintenant, il faut dire qu'ils ont laissé une porte ouverte, que vous avez mentionné plus tôt. Ils ont même laissé 2 portes ouvertes. Et l'une des portes, c'est que les paiements devront se faire en euros dans le compte de Gazprom. Maintenant, une fois arrivé dans le compte de Gazprom, le taux de change sera au taux de change du marché, tel qu'établi pour la Banque centrale russe. Donc, ceci va permettre 2 choses. Une chose très fondamentale, vous l'avez signalé, c'était vous avez demandé comment il faudrait qu'on m'explique pourquoi le rouble a grimpé en valeur de 40%. Dans une période très courte. Il faut dire au début de la guerre. A baissé de 40%. Non. D'abord a baissé, ensuite a remonté en valeur. Ah bon? Oui, parce que ce qui est arrivé avec le début de la guerre, où les sanctions commençaient à se mettre en place, la monnaie russe a chuté en valeur. Maintenant, lorsque M. Poutine a déclaré qu'il voulait être payé en rouble, aujourd'hui, le rouble se négocie presque à peu près au même niveau qu'il se négociait avant la guerre. Avant la guerre. Ouais. Ah bon, ok. Donc ceci, ça vous donne une idée du savoir-faire, de la gestion de la monnaie, des décisions qui sont prises. En général, les banques centrales, il faut dire que la monnaie, c'est un bien public. Et la responsabilité de la gestion de la monnaie, pour le bien du public, a été octroyée aux banques centrales en général. Donc, lorsqu'on a une banque centrale dont le niveau d'expertise et de compétence n'est pas à la hauteur, mais le bien public est affecté. Oui, très bien. Oui, c'est pour ça, probablement, que le président de la Fed, c'est-à-dire le président de la Banque centrale américaine, est probablement un des personnages les plus importants des États-Unis. Bon, écoutez, c'est un bon point. C'est non pas seulement des États-Unis, mais dans la mesure où le dollar est la monnaie de référence. C'est la personne la plus importante au monde. Au monde, oui. Parce qu'il faut que la monnaie américaine, qui est la monnaie clé dans les transactions et dans les règlements, soit stable. Bien sûr. Parce que ce qui justifie une raison pour laquelle, par exemple, vous et moi, ou les plans de pension, ou les grandes institutions d'assurance achèteraient les bons du trésor d'un pays ou d'un autre, c'est vraiment la stabilité de la monnaie. Donc là, si toutefois le yuan chinois devient stable et peut concurrencer au niveau de stabilité, une stabilité concurrente à la monnaie américaine, eh bien, il y aura une migration graduelle vers du dollar vers le yuan. Bon, c'est pas totalement, mais c'est pourquoi je dis que ce sera une relation... Jusqu'à peut-être un point d'équilibre. C'est pourquoi on aura une relation horizontale. Très bien. Cette notion hiérarchique, je pense qu'elle a servi son temps. Et aujourd'hui, nous vivons dans une période de temps où c'est la notion horizontale, c'est la notion préférable. Et c'est la notion, je pense que dans les prochaines années que nous allons entendre, au fur et à mesure que les pays asiatiques et l'alliance entre la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud, la Chine, le Brésil, au fur et à mesure que ces nations modifient ou bien acquièrent beaucoup plus d'importance. Parce qu'il faut souligner en forçant la sortie de la Russie du système SWIFT, mais la Russie avait déjà mis en place, depuis l'invasion de l'Ukraine, un système de paiement équivalent.
Et à l'intérieur de ce système équivalent, il y a 25 banques centrales à travers le monde qui ont déjà souscrit à ce service. Donc, il ne faut pas oublier que la Chine, de son côté, règle le problème de l'Asie et a déjà créé un bloc commercial à partir duquel les pays asiatiques trouvent la stabilité qu'ils cherchaient dans le dollar. Donc, la guerre monétaire, c'est quelque chose qu'il faut vraiment souligner, qu'il faut faire le monitoring, parce que ça va déterminer le coût de la croissance économique et les zones d'influence dans les prochaines années. Un tout dernier mot, oui ou non. Est-ce que, d'après vous, et compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, d'ici quelque temps, le grand gagnant de ce tumulte que nous vivons ces jours-ci, ça ne doit pas être la Chine? Bon, il n'y aura pas de gagnant, je ne pense pas. Non, mais est-ce que la Chine ne va pas émerger comme première puissance économique et celle qui dicte le tempo? Bon, si vous voulez, il y a des gens qui disent déjà que la Chine est déjà la première puissance. Pourquoi? Parce que les chiffres, le PIB de chinois n'est pas vraiment calculé selon la valeur du yuan. Ouais. Donc, et la vraie valeur du yuan, il ne faut pas oublier que les Chinois manipulent le monnaie et la Banque centrale chinoise est sous la direction du Parti communiste. Oui. Donc, et à cause de cette absence de liberté des institutions monétaires qui cause que la Chine soit encore ne soit pas encore reconnue comme la première puissance mondiale du monde, économique du monde. Donc mais il faut pas sous-estimer que les États-Unis, conscients de leur besoin de gérer l'épargne du monde, bien sûr, qu'il ne va avoir de guerre, mais il y aura des négociations. On peut leur faire confiance sur ce point-là. Chaque personne va déterminer son zone d'influence, sa zone d'influence. Eh bien, nous allons conclure sur ces bonnes paroles. Donc oui, guerre mondiale il y a. Non, il n'y aura pas ni de vainqueurs d'un côté et de perdants de l'autre, mais une nouvelle relation qui sera plus horizontale actuellement, alors qu'actuellement elle est verticale, avec au sommet le dollar tout-puissant. Donc voilà, tout à fait passionnant. Ce sont les petits à côté de la guerre d'Ukraine. Je crois que vous voulez rajouter quelque chose. Dans la finance, nous disons that's the new normal. C'est la nouvelle normalité. Norme. La nouvelle normal ou normalité. Normalité, d'accord. Donc parfait. C'est une nouvelle réalité. Magnifique. Eh bien, nous allons observer ça de près. Et puis, je vous dis bon week-end et à très bientôt.